En 20 ans de vie politique, il a affronté 15 élections sur son nom, dont 7 législatives. Maire de Fréjus dès 1977, comme son père avant lui. Député dans la foulée, il a succédé à Jack Lang au ministère de la Culture en 86. Il a également été nommé ministre de la Défense et c'était au moment de la guerre des Balkans en 1993. Abandonnant la politique après un accident cardiaque, il a donc troqué le langage politique pour la langue littéraire et il s'est fait écrivain, ce qu'il aurait peut-être d'ailleurs dû faire depuis le départ, c'est lui qui va nous le dire. Il revient avec un nouveau roman, La Nuit de Caïna, publié chez Grasset. Nous en parlerons dans cette émission. Monsieur Léotard, bonjour. Bonjour. Non, alors, ne le prenez pas mal quand je dis que vous auriez peut-être dû être écrivain dès le départ, mais on a l'impression que vous étiez fait pour ça dès le départ, que ça a toujours été une tentation, venue peut-être de votre père, qui était un grand amoureux de la littérature française. C'est exact. Jacques Lang avait dit ça un jour, il a dit au fond il aurait peut-être mieux fait d'écrire. C'était peut-être plus méchant que dit par moi aussi. Absolument, non, mais je l'ai bien vécu dans les deux cas. Mais peut-être, vous savez, à chaque fois on se pose des questions sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on aurait pu faire à la place. Là, ce que je vis, c'était une vie multiple, successivement. Donc, et ça, c'est pas mal non plus d'avoir plusieurs vies dans le cours de son existence. Qui s'enchaînent les unes derrière les autres, voilà. vous voulez dire. Alors, on reparlera de votre vie de moine à la Pierre-qui-Vire. Ça a été une année, mais c'est quand même pas une année banale. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Déjà, en termes de parcours politique, c'est vrai qu'on a tendance à parler des temps forts comme ça. Et c'est évidemment une vie bien plus dense, bien plus riche que ce que j'ai pu signaler là. Mais quand vous vous retournez, au fond, est-ce que vous avez aimé faire de la politique ? Oui. Oui, Comment dire, j'ai aucune amertume, si vous voulez, aucune rancœur. J'ai aimé ça et je l'aurais pas fait aussi longtemps si je ne l'avais pas aimé. C'est un don de soi très fort, c'est un engagement, c'est une responsabilité. J'ai plus aimé, je le reconnais, la fonction exécutive de maire ou exécutive de ministre que celle de parlementaire, qui dans nos institutions ne sert pas à grand-chose, hélas. Mais les fonctions dans lesquelles vous êtes vraiment responsable sont très belles. Moi, j'aime bien être responsable. Et le bureau du maire, on sait où c'est. Le bureau de l'État, c'est pas toujours le cas. Mais donc, vous pouvez pas mettre un policier devant le bureau du maire. Vous savez que les gens viennent vous voir, et surtout les plus démunis, ceux qui souffrent, et là, vous servez à quelque chose. Dans votre parcours politique, moi j'ai surtout retenu ministre de la Défense et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans votre roman La Nuit de Caïna, c'est un roman assez violent quand même. Il est beaucoup question de guerre. On a des personnages, on approfondira un peu plus tard dans l'émission, mais des personnages en quête d'identité, mais tout ça se fait sous fond d'histoire du XXe siècle, notamment la guerre d'Algérie, mais pas uniquement. Et je me dis que cette partie guerrière, vous êtes arrivé en 93 à la tête de ce ministère. 8 jours plus tard, vous étiez à Sarajevo, à la rencontre du général Morillon notamment et du général Valentin, qui n'était pas encore général à l'époque. Vous aviez les pieds dans la guerre à ce moment-là aussi. C'est-à-dire que pendant cette période, en fait, la France a connu 2 ou 3 épreuves terribles. Bien sûr, le conflit dans les Balkans, mais également le Rwanda. Le génocide du Rwanda, c'était en 94. Et enfin, je suis allé aussi beaucoup en Somalie, au Cambodge. Nous avions affaire à plusieurs crises en même temps. Il y avait plusieurs milliers de soldats français qui étaient engagés. Et je l'ai vécu, d'où peut-être mes problèmes de cœur, je l'ai vécu comme étant là aussi une responsabilité personnelle. Envoyer des jeunes gens, si vous voulez, dans des lieux de guerre, parce que c'était le cas, vous touche et vous vous dites tout le temps pourquoi est-ce que je n'y vais pas moi-même. Donc j'y allais souvent et j'ai raccompagné, hélas, beaucoup de blessés et des morts. Et ça, c'est un traumatisme très très fort. Et j'ai beaucoup admiré la qualité des hommes qui étaient sur le terrain, énormément. Ouais. C'était une leçon pour moi, pour beaucoup de civils, si j'ose dire, de voir l'abnégation, le courage, la détermination de ces soldats. Est-ce que la politique aussi, c'est un champ de bataille ? Vous avez eu une phrase, la politique croit être un combat quand elle n'est qu'en représentation. J'ai noté cette phrase-là. C'est malheureusement un peu vrai, c'est-à-dire que... Alors là, sur la photo, je précise, on vous voit en train de serrer la main du général Valentin et on voit le général Morillon au fond. Vous avez tous des casques, donc on ne vous reconnaît pas très bien. Non, dans la politique, il y a naturellement un côté bagarre qui me plaisait, d'ailleurs, d'une certaine manière. Il ne faut pas non plus l'évacuer, ça. Mais c'est quand même une bagarre sans mort. Et qui est en fait... Quoique, oui. Mais en fait, essentiellement, c'est une bataille d'idées.
pour l'essentiel. Et ça me plaisait. Je rappelle quand même que lors de mon premier engagement, et pendant plusieurs années, il y avait encore l'Union soviétique, ce que beaucoup de vos confrères ou consoeurs ont oublié. C'est-à-dire qu'ils font un peu d'anachronisme, ils ne voient pas ce qui s'est passé au moment où on s'est engagé. Et moi, j'avais deux raisons de le faire. C'était d'une part le souvenir que je n'ai pas vécu naturellement, mais de la Shoah, qui m'a toujours beaucoup frappé, qui me hante. Oui. Et deuxièmement, la présence de cet empire du mensonge qu'était l'empire communiste. Et ces deux choses-là ont poussé naturellement à mon engagement politique. Il y a des thèmes comme ça qui vous hantent à travers vos livres, à travers ce qu'on vous entend dire en télévision, en radio, qui sont effectivement la Shoah, le mensonge, la violence, la folie des hommes. D'ailleurs, c'est les deux derniers mots de ce roman. Je ne vais pas tout dire sur le roman, sinon dommage pour ceux qui veulent le lire. Mais les deux derniers mots, c'est la folie et la mort. C'est pas anodin quand même, les derniers mots d'un roman. Non, parce que je vais vous dire, et je sais dans quel média je le dis, je crois qu'il y a une force dans le message judéo-chrétien, c'est cette idée simple que le mal, il est à l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire chacun, vous, moi, chacun de ceux qui nous écoutent peuvent être meurtriers. Et c'est cette idée qui m'a le plus ébranlé, si j'ose dire. Vous savez, Kafka avait écrit quelque chose de très beau. Il a dit « J'écris pour faire un bond hors du rang des meurtriers ». Or, je pense que c'est assez étonnant comme phrase, surtout pour un homme comme Kafka. Mais je pense que le mal, cette réflexion sur le mal qu'on retrouve dans toute la littérature, pas simplement dans les religions, mais dans la littérature, est quelque chose qui me hante. Comment on peut tirer sur un enfant ? Comment on peut faire souffrir? Comment on peut torturer? Comment on peut assassiner une femme, etc., etc. Je veux dire, toutes ces questions qui sont des questions pas seulement morales, qui sont des questions qui posent le problème de l'identité humaine. Est-ce qu'il y a de la bête en nous? Et vous avez évolué dans cette réflexion, parce que ça fait un moment que... J'avoue non, j'avoue non, mais... Vous trouvez quoi, des solutions, des réponses? J'ai mis en exergue un texte de Georges Bataille que je trouve très beau. Il dit, vous ouvrez la porte, il y a un homme qui est enfermé, vous ouvrez la porte, il y a une bête qui sort. Et c'est terrible. Je pense que civiliser la violence, si on y arrive, c'est quelque chose qui est très nécessaire. Comment dire? Pourquoi suis-je choqué qu'on ait supprimé aussi brutalement le service national? Il y avait une raison qu'on n'a jamais évoquée, c'était la légitimation de la violence. La violence est toujours une méchanceté, une saloperie, etc. Mais pour un jeune mâle, elle est là de toute façon. Et lui dire, ta violence à toi, elle peut servir à défendre ton pays. Elle peut servir à des causes justes, à libérer des gens asservis, etc. Ça, c'était une justification. Et on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est dommage, parce que je crois qu'on paye aujourd'hui très cher ce qui se passe autour de nous, dans la société française, où il y a de la violence, naturellement. La citation exacte qui, effectivement, est en exergue dans votre livre, je la lis. « Il y a ainsi dans chaque homme un animal enfermé dans une prison, comme un forçat. Et il y a une porte, et si on entr'ouvre la porte, l'animal se rue dehors comme le forçat trouve l'issue. Alors, provisoirement, l'homme tombe mort et la bête se conduit comme une bête, sans aucun souci de provoquer l'admiration poétique du mort. » Oui. Georges Bataille. C'est très fort, c'est très très fort, parce que je pense que tout l'effort de la civilisation, quelquefois des religions, mais tout ce qui est culture en général, c'est un effort sur soi-même, c'est un effort sur une société pour éviter qu'elle ne devienne malveillante. Et cet effort-là, moi je l'ai vécu, notamment dans le drame de l'ancienne Yougoslavie. Vous aviez en 91, ça je n'étais pas à ce moment-là chargé de cela, mais un hôpital à Vukovar qui a été rayé de la carte, où on a sorti les blessés pour les fusiller dans la rue. Je prends cet exemple parce que on pensait à chaque fois, on dit c'est la der des der. À chaque fois, on dit en 1918, en 1945, etc. C'est fini, vous allez voir, on a compris. Puis on n'a jamais compris. Et à chaque fois, ça recommence. Et donc ce pessimisme qui m'habite, si vous voulez, j'ai essayé de le transcrire dans ce livre. Est-ce qu'il faut désespérer de l'homme ? De mon côté un peu, mais je n'oblige personne à le faire, parce qu'il y a aussi à côté de ça, si vous voulez, des choses très belles, des générosités, des gestes de courage, de bienveillance, naturellement. Heureusement, si c'était si simple que ça, il faudrait tout de suite quitter cette planète. Mais le mal est là, voilà. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que au fond, il restera là, si on ne se bat pas contre lui. Et c'est pas facile. On vous sent et on vous sait habité de tout un tas de questions existentielles. Vous qu'on a appelé le golden boy de la politique, qui surfiait en tête et en crête des sondages dans les années 80. Et un journaliste, dont malheureusement le nom ne me revient pas, mais disait de vous que vous êtes posé beaucoup de questions existentielles, et c'est peut-être ce qui vous a empêché d'aboutir là où vous auriez peut-être dû aboutir, c'est-à-dire vous présenter, être candidat à l'élection présidentielle de 88. D'aucuns disent que vous avez loupé le coche.
Vous avez cette analyse-là, vous, oui, des années après? Oui, je pense, d'ailleurs mes amis me l'ont dit, mais je pense que c'est assez vrai. Je ne regrette pas d'ailleurs, parce que je n'avais probablement pas les qualités pour le faire, mais cette idée que le pouvoir peut être dangereux, je l'ai toujours ressenti. Et même quand je m'exprimais dans des discours, il se trouve que j'étais un assez bon orateur, je dis ça sans aucun orgueil, mais vous pouvez entraîner les gens. Oui, embarquer une foule d'un côté, oui, et puis l'embarquer de la même manière de l'autre côté. Exactement, vous pouvez les emmener vers quelque chose qui n'est pas bien. Ça vous a fait peur? Oui, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui pousse un être humain à rechercher le pouvoir alors qu'il pourrait être aimé par une femme, aimé par un enfant, etc. Je veux dire, il y a des choses très belles dans la vie. Et pourquoi le pouvoir, qui est quand même une forme de servitude de l'autre, qu'on le veuille ou non, il entraîne la servitude, de toute façon, ou en tout cas l'asservissement ou la servilité, tout mot issu de la même racine. Et ça m'a toujours frappé. J'ai peut-être eu peur du pouvoir au moment même où je pouvais peut-être y accéder, et je crois que cette peur, elle est salutaire. Vous étiez entré en politique pour laver l'honneur de votre père qui avait été mouillé dans une affaire à Fréjus que tout le monde a oublié depuis. Oui, parce que ce n'était pas une affaire d'ailleurs, c'est simplement la gestion de la catastrophe du Malpasset qui a donné... Qui était un barrage. Oui, qui a donné lieu à toutes sortes de jalousies, qui est parfaitement normale entre les uns et les autres, puisque tout le monde voulait être indemnisé un peu plus que le voisin. Voilà, mais ça l'a beaucoup blessé, c'est vrai. Et vrai. Donc ça a blessé la famille, hein, forcément, oui, quand un être est touché, la famille l'est aussi. Vous montez à l'assaut de la mairie de Fréjus pour donc laver l'honneur du père qui, je le rappelle, était maire de Fréjus. Pas avant moi, hein, il y a quelqu'un qui lui a succédé, que j'ai battu après. Voilà. Pas directement derrière, mais vous aussi, votre nom a été mouillé dans différentes affaires. Oui, on dit comment ça, finalement? On le vit très mal. Moi, je rentre en politique pour laver l'honneur des léotards, et puis je me retrouve avec... On le vit très mal, mais personne n'est capable de dire de quoi il s'agit, voyez-vous. Vous êtes journaliste, et je suis très frappé de voir que beaucoup de vos confrères, je ne parle certainement pas de vous, hein, beaucoup de vos confrères, pas tous, Dieu merci, mais sont pas capables de dire exactement de quoi il s'agit. Et en l'occurrence, sur mon honneur, sur ce que j'ai fait, il n'y a rien à dire, rien, pas un jugement. Alors, il y a parce que vous avez été blanchi. Oui, voilà, et donc c'est ça qui est très curieux. Mais de voir son nom mais comme alors, ça fait du mal, oui. Ça, c'est vrai, ça fait du mal. C'est vrai parce que moi, je pense que l'immense majorité des hommes politiques sont des gens intègres, dévoués, qui sacrifient beaucoup de leur vie familiale ou personnelle pour servir une cause, et que l'image qu'ils ont n'est pas du tout celle-là. Et ça me fait de la peine, parce que la démocratie suppose un minimum de respect pour ceux qu'on élit. Moi, je ne parle pas des politiciens, j'aime pas ce mot. Je parle des élus. Ce sont des gens qui sont choisis par le peuple. Et leur fierté, c'est qu'on peut remettre en cause leur mandat. C'est pas des fonctionnaires. Et donc, c'est dommage qu'il y ait cette espèce de mépris qui règne dans la société française vis-à-vis des gens que les Français eux-mêmes ont choisis. C'est dommage, c'est bête, quoi. C'est vous qui dites ça, alors que c'est vous qui avez, entre guillemets, vous avez moi, élu le président... Non, vous avez élu aussi le président Sarkozy, puis juste après, il y a eu un pamphlet disant toute la déception que vous aviez par rapport à la politique qu'il avait ça, c'est la beauté de la démocratie. Je veux dire que moi, j'ai été très déçu. C'est vrai, je ne le cache pas. Et la démocratie, c'est aussi de pouvoir dire, c'est la liberté d'expression. Là aussi, vous êtes journaliste, il n'y a pas grand-chose de plus précieux que la possibilité de dire ce qu'on a envie de dire. Et vous aviez envie de dire, ça va mal finir. Oui, exactement. Et j'en suis encore en grande partie convaincu, mais parce que les attitudes, les comportements, les décisions n'étaient pas celles que j'espérais. Bon, après, le succès qu'a eu ce livre, d'ailleurs, indique que c'était une partie de l'opinion française qui partageait ce jugement. Mais vous savez, il y a dans un pamphlet, comme dans une caricature, une part un peu de méchanceté, d'excès. Voilà, c'est toujours excessif. Mais la politique menée était excessive aussi. Il y avait cette espèce d'hubris grec dont la racine aussi a donné ivresse. C'était l'ivresse du pouvoir dont je parlais à l'instant, et qui est quelque chose de très dangereux. Alors justement, quand on a une vie politique aussi pleine que la vôtre pendant 20 ans, c'est une vie exaltante, une vie agitée, où on est très, très regardé, très admiré. Ça vous manque pas tout ça? Je suis sûre que la réponse est non. Non, je vous dis que non, mais en même temps, l'âge venant, si vous voulez, il y a une espèce de sagesse qui vient aussi. Ça, il faut bien considérer que tout ça s'inscrit dans le temps, et que j'ai toujours, comment dire, essayé d'avoir des moments de solitude, des moments de silence. Mais vous êtes naturellement un solitaire, de toute façon, oui, si on vous laisse faire. Oui, c'est exact. Et je pense toujours au monastère où la règle était celle du silence, et je pense à tous les moments où j'ai pu être in angulo cum libro, vous savez, dans un coin avec un livre.
livre. Et il n'y a pas une souffrance qui n'ait pu être apaisée par la lecture d'un livre pour moi. Et donc je vais vers ce chemin-là toujours, de plus en plus, et la solitude ne me pèse pas du tout. Au contraire, j'ai besoin de solitude et de silence. Et peut-être m'étais-je fourvoyé d'ailleurs en allant dans le bruit, la cacophonie et la bataille. Bon, mais voilà, ça fait partie des contradictions humaines aussi, sans doute. Votre vie politique, vous y avez aussi mis fin suite à un accident cardiaque très grave. Hein, oui, je voyais y passer. Puis rester. Vous avez écrit à l'époque, enfin après plutôt, que vous étiez, après cet accident cardiaque, un homme neuf, nettoyé de son vieux sang et de ses vieilles paroles, et qui reprend son chemin. Une éclipse au cœur, c'est dans « Je vous hais tous avec douceur ». Cet homme neuf, il a décidé qu'il avait une vie encore devant lui, et cette vie, c'était une vie d'écrivain, c'était sûr, il n'y a pas eu de doute. C'était ça et pas autre chose. C'était ça, et ça a coïncidé à peu près avec la mort de mon frère, que j'aimais beaucoup, pour lequel j'avais une très grande tendresse, et qui, lui, avait... Donc 2001. Oui, il est mort le 25 août 2001. Voilà, absolument. Et qui lui portait sur la vie politique et sur le chaos qu'est la vie politique, la fureur, un jugement extrêmement sévère, et sur le pouvoir notamment. Et donc son ironie, si vous voulez, qui était constante, m'a beaucoup aidé à quitter ce manteau-là, cet habit-là, cette façon de vivre. Et il me disait, tu crois que c'est toi qui as le pouvoir? C'est pas vrai, c'est moi. Et au fond, il avait sans doute raison. Et quand il est parti, je me suis dit, au fond, c'est peut-être son dernier conseil, c'est peut-être en partant de cette manière, où il s'était beaucoup détruit quand même, que je me suis dit, en dehors de cette fin qui était terrible, sa vie était très belle, c'était un merveilleux comédien. Et un merveilleux frère aîné aussi. Et un frère formidable, formidable. Il y a dans le mot fraternité quelque chose de très émouvant que j'ai vécu d'une façon extrêmement forte avec lui, comme jamais, je crois, on peut le vivre avec un autre être humain, très très étrange. Très étrange. Plus avec lui, parce que vous avez perdu un autre frère aussi, Dominique. Mais il se trouve il y avait 7 enfants à la maison, 3 garçons, 4 filles. Et il n'y a plus que vous comme garçon aujourd'hui. Oui, oui. J'y pense très souvent, tous les jours, naturellement. Donc, ça veut dire qu'en même temps, vous savez, la phrase de La Rochefoucauld, le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Une des plus belles phrases de la langue française. On ne peut pas regarder fixement. Mais moi, j'essaye. Et sans mélancolie, simplement parce que je sais que c'est le destin normal d'un être humain. Mais donc, bien sûr, la disparition de mes 2 frères, on était très soudés, un peu bagarreurs tous les 3. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, naturellement. Je voudrais qu'on parle de l'écriture, peut-être même un peu comme un démon familial. Je ne sais pas si démon est le bon mot, vous allez Daimon, me dire. au sens grec, oui. Puisqu'on disait déjà votre père, qui était un personnage assez austère et pas forcément, d'après ce que j'en ai compris, très liant, très affable. En tout cas, était un grand passionné de littérature. Il vous aura en tout cas transmis ça. Oui. Et finalement, l'écriture, elle était chez vous, mais elle était aussi chez votre frère Philippe Léotard. Oui, tout à fait. Il a écrit des choses très belles, très très belles. Des très belles chansons aussi. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais d'un démon familial. Non, c'est vrai. Mon père était stendhalien, en fait. Il aimait beaucoup Stendhal. Et proustien aussi, non? Et oui, et proustien, tout à fait, mais avec une érudition tout à fait phénoménale. Et ça nous a tous marqués, parce qu'à table, il ne parlait que de ça, et puis quand on ne savait pas quelque chose, il fallait aller voir dans le dictionnaire ou dans l'œuvre elle-même. Donc c'est lui qui m'a appris à lire Kafka, par exemple. C'est lui qui m'a appris à lire Proust. Bon. Et donc, ça nous a touchés tous, mais notamment Philippe et moi, qui avions déjà probablement une prédisposition à l'écriture et à la lecture. Ce qui fait que la lecture a été pour moi toujours, beaucoup plus peut-être que l'écriture, d'un moment de bonheur, des moments de bonheur, ça c'est vrai. Et j'ai beaucoup de mal à m'en passer, ça c'est exact. D'ailleurs, dans votre livre La nuit de Caïna, il y a 3 personnages. Hein. On a Bob, on a Max, donc ce sont 2 hommes militaires, et puis on a Caïna, la jeune femme qui a été violée, à qui on a volé la fin de son enfance. Ouais. Et à un moment, vous dites, pour Bob, lire, c'était une façon de défier la sauvagerie et la lâcheté si fréquente des hommes qui masquaient leurs mensonges. C'est lui qui parle ou c'est François Léotard qui parle? C'est autant moi que lui, naturellement. C'est l'idée que si on en vient aux mots, on n'en vient pas aux mains. Si on arrive à trouver les mots qui conviennent, on n'est pas obligé de se foutre sur la gueule, si vous me permettez l'expression un peu grossière. Je veux dire que il y a dans la conversation, dans l'écriture, dans la correspondance, dans le dialogue, il y a quelque chose d'extrêmement civilisé. C'est le propre de l'homme. On a inventé ça. On n'est pas des chiens, on n'est pas des ours. On a inventé ça au fil des millénaires. Plutôt que casser la gueule à Nicolas Sarkozy, vous préférez faire un pamphlet qui s'appelle « Ça va mal finir ». J'ai aucune idée de violence à son endroit.
Alors parlons-en de la nuit de Caïna, où on retrouve, je disais, toutes vos obsessions pour la violence, pour la guerre, pour la mort, tout ce qui blesse l'humain finalement. Comment vient l'idée d'un tel roman? C'est assez sombre, en même temps on est emporté par un style aussi, on plonge complètement dans l'histoire. Il y a deux sources, si vous voulez. La première, c'est que j'ai constaté, alors que bien sûr tout le monde le sait, mais que de 1939 à 1962, la France a été en guerre pendant 25 ans, seul pays européen dans ce cas-là. Et que 3 défaites, je parlerai après de la Résistance, qui est une lumière merveilleuse dans l'histoire de France, mais juin 40, Dien Bien Phu, le départ d'Algérie, c'est 3 défaites. Il y a eu, heureusement, au milieu, la libération de la France. Et si je puis me permettre, on a commencé à Sarajevo en 14, un siècle sans Exactement. qui s'est terminé à Sarajevo. Mais là, c'est sur le plan mondial, plus exactement. Alors que moi, qui aime vraiment passionnément la France, sa langue, sa culture, son histoire, si vous voulez, l'idée qu'on ait pu être défait 3 fois de suite, c'est à peu près quelque chose de très douloureux. Et souvent, ce sont les mêmes hommes qui ont été dans les 3 batailles. Oui, c'est vrai. Sans discontinuité. Quand Leclerc est arrivé en Indochine, il venait naturellement de la libération du territoire national. Et puis pour Bijard, pour Massu, pour les soldats, ça a été une succession de 3 guerres. Et donc ça m'a beaucoup frappé. Deuxième source, j'ai rencontré en Algérie, parce que j'y vais souvent, le fils du colonel Amirouche, qui était l'adversaire des forces françaises, un adversaire très dur, très cruel même. Et il m'a dit, son fils est vice-président de l'Assemblée nationale algérienne, et il me dit, vous savez, l'armée française, pour moi c'est une douleur, a tué 14 personnes dans ma famille, point, et je ne vous en veux pas. Alors c'est une réalité historique. Comment dire, la souffrance de ces 2 peuples qui se sont méconnus. La plupart des dirigeants du FLN étaient des anciens sous-officiers de l'armée française. Ils ont participé à la libération de la France. On les retrouve ensuite à Sétif, où on leur tire dessus, et ensuite dans les rangs des maquisards, des félagas, comme on disait à l'époque, luttant contre la France. De même qu'en Indochine, le chénine était un produit des universités françaises. Et donc il y a là cette définition même qu'on retrouve chez les Grecs de la tragédie. Tout le monde a raison dans une tragédie. Et nous sommes là, on a obligé des officiers, des soldats à donner leur parole qu'ils allaient rester. C'était la France. Puis petit à petit, c'était plus tout à fait la France, et enfin, c'était pas du tout la France. Et le trouble identitaire qui vient de là s'est transmis à plusieurs générations. J'ai eu un entretien qui a été très précieux pour moi et très étrange avec l'ancien pape Jean-Paul II. C'était un colosse à l'époque. C'était en quelle année que vous l'avez vu, Jean-Paul II? En 86, j'étais ministre de la Culture. D'accord. Et vraiment, il m'a relevé avec une force incroyable. Et il me dit, vous savez, monsieur Lyotard, vous les Français, c'était très beau comme message, vous paierez très cher et très longtemps le fait d'avoir été une grande puissance coloniale. J'ai pas compris sur le moment. Je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça maintenant, en 86? Et je mesure à quel point c'était juste. C'était vraiment cette idée qu'au fond, on le paye encore aujourd'hui. Aujourd'hui même. Et que cette crise identitaire de la France, des jeunes des banlieues, d'un certain nombre de gens qui sont juridiquement français mais qui ne se le sentent pas trop, eh bien nous la payons très cher aujourd'hui. C'est toute la quête d'identité. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de dire, oui. Oui. 3 personnages en quête d'identité, pas exactement pour les mêmes raisons. Hein, non, naturellement. C'est ça qui est intéressant, c'est la façon dont ils se croisent, dont ils se décroisent, dont ils se recroisent 15 ans. Et puis cette jeune femme kabyle, qui était une petite bergère kabyle, qui découvre la beauté de son corps et le droit d'être belle, le droit d'être regardée. En même temps, elle est timide, mais en même temps, elle découvre ce qu'est la société française et ce respect qu'on peut avoir pour une femme qu'elle n'a pas toujours reçu comme jeune fille, naturellement. L'écriture est là, au stylo bille. Comme mon visage, les pages se sont froissées, ridées. Il y a là l'histoire avec un grand H, dont on connaît à peu près tout. On l'écrit avec une majuscule. Et puis, il y a mon histoire à moi, dans laquelle je me suis engluée. Elle est informe, elle n'a pas la clarté qui me conviendrait. Plutôt une drôle de teinte, un peu grise. Ça, c'est le narrateur qui écrit depuis la prison. On saura à la fin du roman pourquoi il est en prison. Ça aussi, c'est François Lyotard qui nous parle là. On cherche toujours où il est, l'auteur. Vous avez raison. Excusez-moi. L'avantage du roman, c'est qu'on peut faire parler les autres. Mais délivrer 2-3 vérités qu'on porte en soi. Absolument, absolument. Voilà. Mais j'ai constaté que, comment dire, je suis d'une génération, si vous voulez, moi je suis arrivé juste après la guerre d'Algérie, puisque j'étais sur Citer, donc j'ai fait mon service militaire, mais juste après.
Et au fond, c'est une période de paix qu'on a connue. Disons, pour moi, j'ai 20 ans en 62. Là, à ce moment-là, Philippe, mon frère, jouait à avoir 20 ans dans les Aurès, le rôle d'un officier français avec des jeunes gamins qui ne veulent pas faire la guerre. Et jusqu'à maintenant, une période de paix. Globalement, les guerres qu'on a menées, elles sont à l'extérieur du territoire national. La France n'est pas menacée aujourd'hui. Mais ça m'a hanté, cette idée que la guerre était toujours présente autour de nous. Dans la famille, on parlait des Boches. Il n'y a pas une famille française qui n'a pas souffert de l'Allemagne. Et je considérais, moi j'étais germanophone à l'époque, j'allais souvent en Allemagne, je considérais que c'était un de nos devoirs de tendre de nouveau la main, d'essayer de construire l'Europe. Et j'ai été très heureux en 1994 quand Mitterrand a accepté que je fasse défiler sur les Champs-Élysées un général allemand. Il descendait, là, il ne montait pas. Et c'était pas évident, j'ai reçu des lettres d'anciens combattants très, très dures, et au son de la 9e symphonie. C'est-à-dire qu'on mêlait la force allemande qui nous avait fait tant de mal à la musique allemande. Et j'étais à côté de Kohl, le chancelier, il pleurait. C'était magnifique. Et je pense que là, on a réussi quelque chose. Il fallait absolument traverser cette espèce d'énorme fossé d'incompréhension qu'on avait avec les Allemands. Est-ce que vous voulez bien me montrer l'objet que vous nous avez amené, François Léotard? Écoutez, c'est pas un objet anodin, hein? Non, c'est quelque chose... À première vue, c'est une plaque de verre. C'est quelque chose à quoi je tiens. Parce que, comment dire, il y a marqué honneur au juste. Je ne me prétends pas du tout injuste au sens où on l'entendait pendant la guerre, parce que ce serait d'une vanité tout à fait déplacée. Mais j'ai toujours soutenu, d'abord parce que j'aime la culture juive, elle m'a nourri, que ce soit la Bible ou que ce soit beaucoup de choses venant de la littérature juive, notamment Albert Cohen, Kafka, etc. Mais c'est aussi parce que je me suis toujours trouvé en Israël au moment où il y avait des guerres et des difficultés, toujours. J'ai été fait docteur honoris causa de l'université de Haïfa, du Technion. J'en suis très fier. Et aussi grâce à Elie Wiesel de l'université de Boston. Donc j'ai beaucoup de liens avec la culture juive. Et, comment dire, même s'il y a s'il y a de l'injustice quelquefois dans la position de l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, ce qui est malheureusement vrai, il y a aussi quelque chose de fascinant. Dans cette université du Technion, si vous voulez, l'essentiel de la recherche porte sur la vie. Le cerveau, les cellules, etc. Et quelle est la meilleure réponse au docteur Mengele? Quelle est la meilleure réponse à l'horreur absolue de la Shoah, si ce n'est une recherche sur la vie? Nous, Juifs, on va travailler sur la vie. Et je trouve que moi j'ai beaucoup reçu du monde juif. Et je regrette que dans la Constitution française, on n'ait pas utilisé les mots judéo-chrétiens, qui étaient quand même à l'origine de nos cultures. Enfin, bon. On ait gommé les racines oui, c'est dommage. C'est dommage parce que ça fait partie de notre patrimoine. Et donc j'ai été très touché quand on m'a donné ça. Et encore une fois, c'est pas un grand héroïsme, je ne suis pas dans cet esprit-là. Mais je suis content d'avoir été à chaque fois auprès d'eux quand il y avait des menaces sur l'existence même de cet État et de cette culture. Vous avez prononcé plusieurs fois, vous avez dû vous en rendre compte, le nom de Kafka. Oui. C'est un auteur qui vous est particulièrement cher, avec d'autres, bien sûr. Et vous avez eu la gentillesse de nous amener un livre que nous avons tous lu, j'espère. Non, mais j'espère qu'en prenant deux petits passages tout petits, ça peut pousser un certain nombre de gens à le lire parce que c'est merveilleux. Et il n'y a qu'une angoisse juive pour écrire ça. C'est le procès. Hein. Et vous voyez, on avait sûrement... Ça, c'est le début, puis je lirai juste une phrase de la fin. On avait sûrement calomnié Joseph K. Car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. Ça, c'est magnifique parce que c'est l'angoisse juive. Pourquoi on arrête quelqu'un? Et la fin, c'est encore pire. L'un des deux messieurs, les deux bourreaux, venait de le saisir à la gorge. L'autre lui enfonça le couteau dans le cœur et l'y retourna par 2 fois. Les yeux mourants, K vit encore les deux messieurs penchés tout près de son visage, qui observaient le dénouement, joue contre joue. Comme un chien, dit-il. C'était comme si la honte dût lui survivre. Et juste avant de mourir, il voit une petite fenêtre qui s'éclaire un peu loin. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas qui c'est, mais c'est peut-être une fenêtre d'espoir. Et, comment dire, j'ai tellement souffert moi-même, alors que je n'ai pas vécu ça naturellement, de ce qu'a été la Shoah, l'infamie, que je me dis au fond, il faut... vous voyez, sur la notion même de progrès humain, je suis très sceptique. Je ne pense pas qu'il y ait de progrès. Je ne crois pas. Je pense qu'on n'a jamais rien fait de pire qu'Auschwitz. Et qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire le progrès humain? J'arrive pas à y croire. Je pense qu'on peut trouver des techniques nouvelles, on y arrive, c'est pas très difficile. On ne progresse pas à l'intérieur de nous. Alors c'est un peu pessimiste, je reconnais, mais on ne peut progresser que par un effort personnel. Comment des gens ont-ils pu torturer des enfants?
Moi, c'est quelque chose c'est un abîme qui s'ouvre. À Sarajevo, vous aviez des gens qui tiraient sur les enfants. Donc, c'était hier. Et voilà, je veux dire, il y a pour moi cette espèce d'épaisseur, d'opacité du mal qui me frappe, et je crois qu'il faut lutter contre ça. C'est un beau combat, ça. Pouvez nous dire qui était frère Honorat? C'est moi. Alors, parlez-nous de frère Honorat. Écoutez, je voulais aller dans ce monastère parce que j'en avais entendu parler. J'ai pris ma moto un soir d'été. Je faisais beaucoup de moto et je suis arrivé couvert de papillons et sur le visage. Vous partiez d'où, là, de Fréjus? De Paris. De Paris, d'accord. Vous descendez. Et le frère portier m'ouvre à 3h du matin ou à 2h du matin. Précisons l'abbaye, c'est la pierre qui vit. C'est la pierre qui vit. Et je me souviens, il avait un œil de verre qui était mis à l'envers. C'était vraiment le nom de la rose. L'immense portail, la nuit. Et puis la pierre qui vire. Et c'est austère. C'est austère. En termes d'architecture, il faut adhérer. C'est très austère. C'est quand même très. Voilà. Et j'y suis resté. Comment dire? Mais sur une impulsion subite ou ça vous travaillait depuis longtemps? Ça cheminait. Je suis issu d'une famille très, très catholique. Ma mère était extrêmement exigeante sur la confession, sur la communion, etc. Bon, il y avait un passé très fort. J'ose dire maintenant très lourd, mais très fort. Mais en tout cas, intégré et accepté à l'époque? Oui, à l'époque, accepté tout à fait. Non, c'était pas du tout une plaisanterie, c'était pas du tout un moment d'égarement. Et donc, je fais une référence qui m'a toujours frappé, c'est dans Kierkegaard, où il dit au fond, vis-à-vis de la religion, vous avez 3 stades. Le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. Je suis hélas resté au stade esthétique. Et en fait, c'est vrai que cette progression éthique, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de cette esthétique, qu'est-ce que j'en fais, c'est beau de croire, mais qu'est-ce que j'en fais? Et le stade religieux, c'est Saint-Jean-de-la-Croix, c'est-à-dire, bon, au fond, je suis plus rien, il n'y a plus que Dieu qui existe. Bon. Et je suis resté, hélas, au premier stade, c'est-à-dire la beauté de la vie monastique, qui n'est pas simplement l'habit, qui est le chant, la prière, le lever de nuit, la solitude, le silence, toute une série de gestes qui rendent la vie extraordinairement lumineuse. Tout le rythme aussi. Le rythme, la paix aussi, et le calme qui vient de la règle de Saint-Benoît. Vous cherchez les bénédictins, c'était vraiment ça que vous vouliez, ora et labora. Oui, exactement. Prier et travail. Et c'est d'une richesse incroyable. Et vraiment, je n'ai aucun sentiment, mais pas une seconde, ni de regret, au contraire, si j'avais le courage, je retournerais, mais de beauté. De beauté de la vie, d'unité de la vie, et comment dire, ça a été probablement, je dis ça avec prudence, mesure, mais le plus beau moment de ma vie, sans doute, sans doute. Et pourquoi en être parti? Parce que ce n'était pas... J'avais pas les qualités pour rester. Voilà, je me sentais pas le courage. Vous savez, les vœux qui sont ceux des moines sont plus sévères encore que ceux du clergé séculier. Et donc, c'est pauvreté, chasteté, obéissance, etc. J'étais pas sûr de tenir ça. D'abord, premièrement, j'étais pas un saint, hein, j'ai jamais été, et voilà, je me suis dit au fond, il vaut mieux être franc avec soi-même. Le gnotis et automne grec, je me connais, je sais qui je suis, la sensualité, le désir de vivre, et donc je suis parti. Mais pendant des années, je dis bien des années, j'ai rêvé que j'avais fait une erreur. C'est très curieux, hein. Et voilà, bon, c'est très intime, c'est très difficile de parler de ça facilement, mais j'admire, je peux vous dire exactement à l'heure qu'il est, ce que sont en train de faire les moines à la pierre qui vire. Exactement. D'accord, donc là, à l'heure où nous enregistrons cette émission, il doit être quelque chose comme, j'imagine, 15h30, 35. Eh bien, ils viennent vous savez, la prière, c'est toutes les 3 heures. D'accord. Donc, il y a tierce, l'après-midi, il y a tierce, sexe, non. Donc, la tierce est passée, on va vers sexe, et puis voilà. C'est très beau. Cette fragmentation de la journée en prière, qui sont très belles elles-mêmes, qui sont des psaumes, hein, c'est des psaumes, c'est magnifique. C'est quelque chose de très beau. En plus, il y a le travail manuel. Moi, j'ai découvert... En plus, là-bas, c'est de la littérature, c'est l'imprimerie. Non, mais vous n'avez pas choisi non plus n'importe quelle abbaye, tant que faire. C'est vrai. Mais le travail manuel m'a beaucoup plu, parce que c'est un apaisement en même temps, pour le corps. Parce qu'on a toujours des rêves. Bon, moi, j'avais pas été... Vous faisiez quoi en travail manuel? On faisait un canal qui était dans la forêt et qui apportait de l'eau pour faire une centrale électrique, pour revendre de l'électricité à EDF. Mais les pulsions sexuelles, humaines, naturelles, etc., elles existent, donc il ne faut pas non plus les nier. Et le travail manuel, comme l'absence de vin, comme l'absence de viande, etc., toutes sortes de choses, c'est très intelligent, la règle de Saint-Benoît, apaise le corps. Et donc, moi j'ai vécu vraiment très très bien cette période avec beaucoup de profondeur.
Et les moines que j'ai connus étaient des saints. Le père abbé, à l'époque, était une espèce de saint incroyable, avec un visage de saint, ce qui est rare, une stature. Et il m'a dit un jour une phrase incroyable, il a dit « Votre problème à vous, ça sera... » Et j'ai entendu l'humilité. Et je me suis dit « Comment il peut savoir que je suis orgueilleux ?» Et 20 ans après, je le revois, il m'a dit « Je vous ai jamais dit ça, je vous ai dit l'humidité. » Parce que vous êtes provençal et que c'est le Morvan et qu'il pleut tout le temps. Mais pendant 20 ans, je me suis dit, mais comment il peut savoir que je suis un monstre de vanité? On entend ce qu'on a envie d'entendre. Exactement. Donc vous êtes retourné à la Pierre-Quévire alors? Ah oui, souvent. Souvent En général au moment de la Saint-François, parce que je suis rentré le jour de la Saint-François, début du mois d'octobre. Et voilà, et si j'ai le temps, j'y retournerai encore volontiers, parce qu'à chaque fois, le père abbé m'autorise à parler avec des moines, ce qui est toujours très enrichissant. Et de ceux que j'ai connus à l'époque, qui comme moi ont vieilli, mais ça se voit beaucoup moins pour eux. Alors, puisqu'on est dans une conversation sur la foi, je vous propose d'attraper la Bible qui est à côté de vous. C'est pas la petite Bible, hein. Et c'est pas non plus, comment dire, un texte facile. Moi, ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est sa poésie. C'est le Cantique des Cantiques. Je ne sais pas du tout ce que les exégètes catholiques ou autres disent de ça, mais c'est tellement beau. Parce que dans la Bible, il y a des horreurs. Il y a aussi des choses très belles. Il y a beaucoup de violence et de cruauté, surtout dans l'Ancien Testament. Je dors, mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. Je vous en conjure, je saute, fille de Jérusalem. Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui déclarerez-vous? Que je suis malade d'amour. Et si je suis allé si souvent à Jérusalem, c'est qu'à chaque fois, je pensais à ça. Jérusalem est une ville... Comment dire, vous ne pouvez pas être indemne quand vous allez à Jérusalem. Vous ne pouvez pas en sortir indemne. On n'en vient pas pareil, je suis d'accord. Et ça m'a à chaque fois bouleversé. Vous voyez, au jardin des Noyers, je suis descendu pour voir les jeunes pousses de la vallée, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers fleurissent. Je ne connaissais pas mon cœur. C'est magnifique. Que des choses, mon bien-aimé est descendu à son jardin, aux parterres embaumés, pour paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Je pense que les exégètes disent que le bien-aimé c'est le Christ ou c'est Dieu, c'est possible, je ne sais pas. Mais il y a plein d'interprétations. C'est aussi un magnifique poème d'amour. Et voilà, et comme l'amour n'est pas toujours présent dans la Bible, si vous me permettez, c'est agréable de trouver ça là. Et vous y revenez souvent au texte de la Bible, quel qu'il soit? C'est des lectures que vous avez régulièrement? Écoutez, et de l'exégèse juive, parce que je pense à une très belle phrase qui m'a beaucoup éclairé de Rabbi Hillel, dans le Talmud. J'ai essayé de lire le Talmud. Si je ne suis responsable que de moi, suis-je encore moi? C'est-à-dire, suis-je encore un homme? Et j'ai trouvé cette phrase très belle, je l'ai souvent méditée. Il y a de quoi faire là, oui. Oui, il y a de quoi faire, oui. Et je trouve qu'il y a des choses très très belles aussi dans la réflexion juive sur le livre et sur la vie. Voilà, j'ai eu souvent des conversations avec des rabbins, avec des gens que j'aime beaucoup, et ça m'a toujours beaucoup touché. Avec des évêques aussi, naturellement. Vous voulez bien me faire un petit cadeau? Me réciter un « Je vous salue Marie » en arabe? Assalamu alaykum ya Maryam, ya mumtaliyat, namat arabumaki, mubarakat al-nisa wa mubarak samrat batniki, sayna yeswam nisir, ya Edissa Maryam, ya walidat Allah, etc. Je peux vous le citer en grec aussi, c'est très beau en grec. Écoutez, Kaire, kariestate, partene Maria, o curios, estime et tassou, eulogemenesu en gunaixi, kai eulogemenos o carpostes gastros sou Jésus, agia Maria mater teu, iketue, uperemon ton, amartanon ton, nun, Kai enteora tutanatu emun. Nun, maintenant, Kai enteora et à l'heure de notre mort. C'est magnifique. En grec, c'est encore plus beau presque. C'est très beau. Mais je l'ai appris avec des jeunes chrétiens maronites au Liban. La prière fait partie de votre quotidien, on peut dire ça? Non, pas maintenant. Pas vraiment. Hélas, non. Mais la beauté de la prière, la beauté de... Encore une fois, c'est un drame pour moi, j'en suis resté à l'esthétique. Mais, comment dire, j'ai du mal, je sais où je dis ça. Hein, mais la beauté est une voie d'accès à Dieu. Hein. Oui. J'ai de plus en plus de mal à adhérer au dogme. Voilà. C'est ça la question, je crois, comme pour beaucoup de gens qui ont une origine ou une culture chrétienne. C'est les dogmes qui posent problème, c'est pas la beauté de l'évangile qui est magnifique. C'est pour ça que tout à l'heure vous avez dit une phrase que j'ai pas relevée tout de suite mais qui m'est restée dans la tête. Vous avez dit oui, la manière dont j'ai été élevé enfant de manière très catholique, c'est lourd aujourd'hui. Ça ne l'était pas à l'époque quand je suis rentrée au séminaire. C'est-à-dire, je vais vous dire pourquoi, mais je ne veux pas vous fâcher, hein, je ne veux pas vous blesser parce que... Je vous écrirai un mot si vous me fâchez au lieu de Non, mais j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui croient
ça, et vraiment j'ai beaucoup de respect. Mais c'est le sentiment de culpabilité qui venait pour moi de la confession. La première question de ma mère, c'était est-ce que tu t'es confessé? Or, je ne voyais pas de quoi, pourquoi. Et c'était à l'époque, c'était très fort. Hein. Et je pense que ça a introduit en moi un sentiment général de culpabilité que je ne pensais pas ou que je ne pense pas mériter. Un remords constant. Voilà, une espèce de qu'est-ce que j'ai pu faire, j'ai pas volé de la confiture ou des choses comme ça. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que je respecte beaucoup, je veux pas dire de choses désagréables qui pourraient choquer vous ou ceux qui nous écoutent, mais pour moi, ça a été un des obstacles. Voilà. Bon, il y en a d'autres, mais c'est pas la vie d'un individu ne doit pas peser sur le cours du monde. Vous nous avez parlé de votre rencontre avec Jean-Paul II tout à l'heure, sur une partie bien précise, mais si on prend cette rencontre d'une manière plus générale, vous avez retenu quoi de cet homme et de la rencontre que vous avez? Ça doit être une rencontre avec Jean-Paul II, ça va être très très fort. C'était incroyable. D'abord qu'il ait accepté, parce que je n'étais qu'un ministre du gouvernement français. On avait dû lui dire, je ne sais pas, l'ambassadeur, je ne sais pas qui j'étais, ce que j'avais peut-être fait avant et des choses comme ça. Peut-être que votre année comme Moinillon. Voilà, peut-être, c'est possible. Hein. Mais j'étais stupéfait. D'abord la force, la force d'âme, la force physique, mais la force en même temps dans le regard. C'était vraiment le Polonais costaud, fort dans sa foi, ferme, bienveillant comme c'est pas permis, je veux dire, avec une clarté. Moi, ce qui est curieux, c'est que dans le corps humain, je découvre les gens qui sont bons et ceux qui sont méchants. Et vous voyez, à la télévision, je le vois dans les rictus. Vous avez des visages. La télévision n'est pas du tout un art de la dissimulation. Ça montre la qualité des visages. Pour ceux qui savent lire. Je suis très proche de Lévinas sur le visage. Vous avez des visages qui transpirent la beauté, la bonté, la gentillesse. Et vous avez des visages qui inspirent la méchanceté, qui reflètent la méchanceté. Et c'est pour ça que je suis très attaché au visage. On peut faire le lien avec la burqa aujourd'hui, mais le visage, c'est un élément merveilleux de l'être humain. Et chez Jean-Paul II, c'était un visage, vous étiez stupéfait, quoi, tellement il était beau. Mais beau, la vraie beauté masculine d'un homme qui portait en lui-même une foi. Et je suis allé en Pologne plusieurs fois, j'ai rencontré Wałęsa, je suis allé dans la petite église Sainte-Brigitte, à l'époque, qui était entourée de chiens et de miliciens pour aider le prêtre qui officiait dans une atmosphère extraordinaire. Et je me souviens, c'était la résistance de tout un peuple à ce système du mensonge qui était le communisme. Mais résistance de tout un peuple, c'était magnifique. Et là, j'avais le sentiment d'être au cœur d'une histoire. Et c'est cet homme, en fait, que on sait maintenant, je dis ça, c'est pas une révélation, que c'est le KGB qui a essayé de l'assassiner. Il avait libéré une partie de l'Europe, et donc l'histoire, quand on la reconstitue à travers les services spéciaux, les services secrets, on s'aperçoit que tout ça venait des services secrets soviétiques, naturellement. Alors on vous entend, depuis le début de l'émission, émailler votre conversation de pas mal de citations. Vous êtes connu pour ça, donc j'en ai préparé quelques-unes à votre intention. Je vais vous dire de qui elles sont, hein. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire deviner, mais je voudrais vous faire réagir sur ces citations-là. Vous dites ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Larvatus prodeo, c'est du Descartes, ça veut dire j'avance caché, masqué. Voilà, ça vous inspire quoi? D'abord, c'est une chanson de mon frère. Alors, vous verrez qu'elles ne sont pas choisies au hasard. Hein. Larvatus prodeo, c'est effectivement une chanson de votre frère. Mais en même temps, vous savez, là aussi, alors je recite une autre citation, celle de Joyce, qui disait « Les trois qualités qui avaient été les siennes, c'était le silence, la ruse et l'exil. » Et ça me touche beaucoup. Je les ressens comme miennes, le silence, la ruse et l'exil. Le silence parce qu'en fait, on parle toujours trop. La ruse parce qu'il faut essayer quelquefois de se dissimuler. Et l'exil parce qu'il faut partir tout le temps. On est en exil. Déjà, mais il vaut mieux partir tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire? Ne pas s'installer. Ne pas s'installer, d'accord. J'écris pour me taire. Parce que je pense que la complexité... Dites-nous de qui? Ah, ça, je ne sais pas. C'est la dernière phrase de la chanson Larvatus prodeo de votre frère. Voilà. Il termine, c'est une chanson qui dit pourquoi il écrit, et finalement il dit « J'écris pour me taire ». C'est magnifique. Oui. C'est magnifique parce que, comment dire, l'écriture, moi je le ressens très très précisément, permet d'exprimer des choses complexes beaucoup plus que l'oralité. L'oralité, on dit toujours des bêtises. L'écriture, on peut rectifier la bêtise. Et donc, on peut se taire. On peut écrire et se taire. Ça, c'est magnifique. C'est silencieux, l'écriture, comme les livres. Les livres, ce sont des amis silencieux. D'ailleurs, dans Solitaire, il y a se taire. Vous qui êtes solitaire. Oui, c'est très beau et très juste ce que vous dites. Oui. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de parler. D'ailleurs, on va se taire. Il nous reste 7 minutes d'émission. Si vous voulez bien, nous allons faire 7 minutes de silence.
Alors du Saint John Perse maintenant, je sens que vous la voyez venir déjà celle-là. Je vous hais tous avec douceur. Oui, c'est le titre que j'ai donné à un livre, mais il est volontairement brutal. Volontairement... La phrase est magnifique. Oui, elle est très, très belle. Je vous hais tous avec douceur. Je l'ai ressenti quelquefois, mais bêtement, parce que je regrette, la haine n'est pas une chose belle, jamais, jamais. Sauf la haine de la haine. Mais là, j'avais aimé cette phrase parce qu'elle est tempérée par la douceur. Mais même de cette façon, ça c'est un titre, mais c'est tout. Et puis j'aime beaucoup Saint John Perse, par contre. Je trouve que c'est un magnifique poète. Celle-ci, vous allez la reconnaître. Je suis partie sur ce qui n'allait pas, de mes soupçons, de mes regrets, de mes haines aussi. C'est une petite phrase que j'ai tirée, elle est de vous, que j'ai tirée justement de... J'ai l'esprit d'escalier, ça vient de « Je vous hais tous avec douceur ». Je suis partie sur ce qui n'allait pas, de mes soupçons, de mes regrets, de mes haines. Si on la réactualise, cette phrase, quels sont aujourd'hui les soupçons que vous avez, les regrets que vous avez et les haines que vous avez? D'abord, le soupçon, c'est d'avoir été trop fasciné par ma propre gloire, si j'ose dire. Enfin, bêtement, c'est-à-dire que... qu'est-ce que c'est que cette décharge d'adrénaline qui fait que des gens vous disent « vous allez sauver la France » C'est très étrange. Moi, je me souviens avoir chanté à la télévision et le lendemain dans l'avion, des petites dames qui me disaient « vous allez sauver la France », je ne voyais pas le rapport. Donc, c'est l'idée de la bêtise que représente le narcissisme qu'un homme public peut avoir. L'autre, c'était la haine. Il y avait les regrets avant. Le regret. Oui, les regrets. On est sur la télévision. Moi, j'ai un regret, c'est qu'on n'ait pas réussi à faire un pôle public dans la télévision, et depuis d'ailleurs, ça n'a pas été le cas, consacré à la culture. C'est-à-dire que les chaînes publiques, sur l'art de vent, sur de l'argent public, devraient ne pas se soucier de l'audimat. Je disais récemment au président de France Télévisions, que j'aime beaucoup, que faire FBI porté disparu avec de l'argent public, je ne vois pas très bien l'intérêt. Il y a quand même une chaîne qui ne se soucie pas de l'audimat, ça s'appelle KTO. Oui, il ne s'intéresse qu'au Calimat, KTO. C'est très très bien. Non, je regrette qu'on soit comme ça acharné à l'audimat. Vous savez quel est le premier produit d'exportation des États-Unis? C'est pas le blé, c'est pas l'acier, c'est pas les armes, c'est l'image. Ah, c'est l'image. C'est l'image. C'est très intelligent, même si c'était peut-être pas volontaire, mais c'est très intelligent. C'est-à-dire qu'au lieu de conquérir des territoires, on conquiert des cerveaux. Et ça, c'est terrifiant. Les gamins du monde entier connaissent mieux Miami que leur propre ville. Vous savez ce que disait Jean-Pierre Cottet, l'audience c'est comme la grâce, ça vient en plus. C'était du temps où il dirigeait une chaîne qui ne faisait pas forcément beaucoup d'audience. Et les haines alors? Non, moi j'ai haï le totalitarisme, j'ai haï le système communiste de délation. Je suis allé souvent là-bas pour aider des dissidents. Je me souviens, quand ils revenaient, j'étais là, c'était presque tous des juifs, quand ils revenaient en Israël, ils embrassaient la terre, et le premier geste des jeunes filles de Tsahal, c'était de leur donner un masque à gaz. Et là, j'ai haï. Vous connaissez ce magnifique des gros spirituels, mais qui vient de la Bible. Laisse aller mon peuple. Pharaon, let my people go. C'est magnifique. Laisse aller mon peuple. Et j'avais envie de dire ça aux dirigeants soviétiques. Laissez-les aller. Pourquoi vous les emprisonnez? Pourquoi vous les empêchez de partir? Et donc, j'ai eu de la haine pour toutes les polices de ce genre, les polices totalitaires. J'ai eu de la haine pour le nazisme, pour le communisme tel qu'il a été pratiqué, pour les assassinats, pour les tortures. Je ne peux pas supporter ça. Vous savez, récemment, en Iran, on a pendu deux jeunes hommes parce qu'ils étaient mécréants. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'ai de la haine pour ça. Ça, c'est vrai. Là, je suis prêt à reprendre une forme de combat parce que je trouve ça nul. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est du Camus. Ben, j'aime beaucoup Camus. Qui est beaucoup cité d'ailleurs. J'avais choisi la phrase avant de finir le roman La nuit de Caïna et je l'ai vu citer 2 ou 3 fois finalement dedans. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Ben, il a beaucoup souffert, par exemple, de la guerre d'Algérie, sans pouvoir facilement se prononcer, parce qu'il était lui-même fils d'un pied noir, et qu'il avait beaucoup admiré, aimé, enfin, a posteriori, parce qu'il était mort pendant la guerre de 14. Mais j'aime beaucoup Camus. Je connais sa fille, Catherine Camus, j'ai parlé beaucoup avec elle, et je suis allé à Lourmarin pour discuter de lui. C'est un trésor, Camus. Et il y a une douleur dans son écriture, quel que soit le texte, le théâtre ou les romans, quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà. La dernière, c'est du Bernanos. L'espérance est un risque à courir. Ça vous parle, cette phrase? Oui. Oui, moi je veux bien courir le risque, mais je sais qu'il est... À courir, ça vous connaît, hein? L'homme des marathons. Non, mais je sais qu'il sera déçu. Mais ça fait rien. Qui ça sera déçu? L'espérance. L'espérance. Je veux dire, c'est un risque, c'est vrai.
Mais il faut l'avoir. Comment dire, il faut l'avoir. Si on n'a pas d'espérance, il vaut mieux se mettre une balle dans la tête. Hein. Et j'ai pas envie de ça. Mais donc il faut l'avoir. Mais en même temps, je sais à l'avance qu'elle sera déçue parce qu'on espère trop. Moi, j'espère trop pour la France, j'espère trop pour mes amis, j'espère trop pour le paysage. Oui, mais il faut rêver haut et grand voilà, pour au moins arriver à faire des petites choses. Donc je vais dans ce sens, vous avez raison. Je crois qu'il faut de l'espérance. Je crois qu'il faut de l'espérance, sinon on est déjà mort. C'est bête. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli avant justement de disparaître ? Alors, disparaître de la Terre. Hein. Non mais écoutez, Philippe, mon frère, disait, il faut faire un roman, avoir un enfant et planter un arbre. Moi, j'ai déjà fait. C'est un proverbe chinois, ça. Ah, c'est vrai? Mais oui. Ah, je savais pas, voyez-vous. C'est lui qui disait ça, je savais pas. D'accord. Mais je trouvais le roman c'est fait, l'enfant c'est fait. Les trois c'est fait. Donc alors, qu'est-ce que je peux faire de plus, si j'ose dire? Planter un arbre, vous avez planté des oliviers. J'en ai planté plein, alors plein. Hein, Monsieur produit de l'huile d'olive. Vous aurez appris quelque chose. Mais aimer peut-être plus que je ne le fais. Je crois que l'amour, on devrait être beaucoup plus riche en amour, c'est vrai. Et que je viens avec l'âge. Vous savez, l'âge, c'est terrible, ça rétrécit un peu le cœur aussi. Ça rétrécit un peu, on se réfugie un peu en soi-même. Et ça, j'aime pas ça. Quand je me regarde quelquefois, j'aime pas ça. Je me dis non, donne, vas-y, donne, qu'est-ce que tu attends? Et c'est vrai, j'ai connu beaucoup de gens beaucoup plus généreux que je ne le suis moi-même. Et je trouve ça formidable, formidable. Et je m'en veux quelquefois, voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Ben, j'espère avoir des occasions. Vous savez, à un moment, je voulais aller au Darfour, bon, des choses comme ça. Mais c'est pas simple. J'ai une femme, un enfant, je veux dire, c'est bon. Mais en même temps, je me dis que les gens qui font ça sont des gens merveilleux. Mais pourquoi vous voulez aller jusqu'au Darfour? Il y a tout le quart-monde en France, il y a tout un tas de choses à faire ici. Hein. Vous avez raison. Mais bon, je m'en veux de ne pas être aussi bien que je le souhaiterais, voilà. S'élargir le cœur, ben ça c'est quelque chose qu'on va retenir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, François Léotard, pour la suite? On va se quitter. Une vieillesse heureuse, une mort heureuse. Vous savez, je suis en train de relire Sénèque. Voilà, des choses. Une mort heureuse, ça pourrait ressembler à quoi? Ah, écoutez, je rêve, mais ça c'est un vrai rêve, de la mort en tribu, c'est-à-dire avec toute la famille. Vous voyez, le grand-père, les tantes, les oncles, les enfants, les petits-enfants. C'est dommage que la société française a complètement détruit la famille aujourd'hui. C'est dommage. Et a détruit aussi le paysage, a détruit la vie rurale, etc. C'est dommage, c'est pour ça que les gens sont malheureux aujourd'hui. Gardez l'espérance, François Léotard. L'espérance, c'est un risque à courir. Merci beaucoup. Je pense à Peggy, vous avez raison. Je vous remercie infiniment pour cette émission. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.